J'ai l'impression que dans le domaine militaire, le Canada est en train de faire tout ce qu'on ne devrait pas faire. On dirait qu'il est en train d'aller à l'encontre de tout ce qu'on devrait faire. Savez-vous? Savez-vous que l'armée canadienne, que le Canada n'est pas en guerre officiellement, mais qui défend et qui a pris parti officiellement pour un pays qui est en guerre contre un des plus gros pays communistes armés par l'arme nucléaire, qui s'appelle la Russie. Ouais, il n'y a pas de menace directe ni indirecte envers notre pays actuellement, mais quand on sait qu'il y a une pénurie de personnel au sein des forces armées canadiennes, puis que d'un côté, on congédie une masse de soldats parce qu'ils sont pas vaccinés, là. Juste parce qu'ils sont pas vaccinés contre le COVID-19, on les crisse dehors, alors qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre au sein de l'armée, là. Puis qu'on est quasiment dans un contexte de guerre froide, au bord d'une guerre. Tu sais, je veux dire, moi, personnellement, je me sens concerné, vivant proche d'une base militaire. Si, mettons, demain matin, le Canada se ferait attaquer, s'il n'y a pas assez de militaires pour servir notre pays puis nous défendre, ça fait un petit peu peur. Ça fait un petit peu peur pour les gens qui vivent autour du réseau puis des bases militaires de notre pays, de savoir que dans nos bases militaires, il y a des pénuries graves de personnel, puis on jette du monde dehors pour des motifs qui sont un peu niaiseux. C'est quoi qui est plus important dans la vie, là? De lutter contre le COVID ou de lutter contre la guerre, contre le crime, de protéger nos frontières nationales, de protéger la sécurité de nos citoyens, protéger la sécurité nationale, c'est-tu plus important que protéger les gens du COVID, Ranstar? En direct, pour le gouvernement canadien actuel, puis pour le Parti libéral, c'est plus important de protéger le monde du COVID que de protéger la frontière nationale du Canada, du reste du monde. Donc aujourd'hui, au sens critique, on va parler des forces armées canadiennes. Bienvenue au sens, le sens critique. Critique. On accuse constamment les Québécois d'être des suprémacistes blancs racistes. D'un côté, on accuse une gauche radicale, d'un côté, c'est la faute d'une droite radicale. Puis d'un côté, ça va être la faute du gouvernement du Canada si notre pays se retrouve en état de vulnérabilité militaire. Il manque 12 000 militaires au Canada. Il en manque pas un, il en manque pas deux, il en manque pas 10, il en manque pas 100, il en manque pas 1000. Là. Il manque 12 000 militaires au Canada. Mais il n'y a pas juste ça. D'un autre côté, il en manque 12 000. Puis de l'autre côté, le gouvernement du Canada en jette 400 dehors parce qu'ils ne sont pas vaccinés contre la COVID-19. On devrait-tu jeter dehors les soldats canadiens qui ne sont pas vaccinés contre la grippe rendue là? Puis ceux qui ne sont pas vaccinés contre l'hépatite? Tous les soldats qui n'ont pas reçu leur vaccin contre le VPH vont être crissés dehors demain matin, tiens. T'as pas eu ton vaccin contre la méningite quand t'avais 10 ans. C'est bien de valeur, là, mais tu rentreras pas dans les forces armées canadiennes du Canada. Si ça continue comme ça, puis dans ce sens-là, on va interdire les soldats canadiens qui ont l'herpès, tiens. Non, mais c'est parce que quand on est rendu à exclure des soldats en pleine pénurie de personnel sur des principes médicaux, mais pas sévères, là. Je veux dire, il n'y a pas une adaptation motrice grave qui l'empêche de faire son métier de soldat. Non. Il est juste pas vacciné contre la COVID-19. On voit partout à la TV, là, l'Ukraine qui se fait bombarder par les Russes, envahir, puis on s'inquiète pas qu'il manque 12 000 soldats dans les forces armées canadiennes, puis de l'autre côté, tabarnouche, on en jette 400 dehors sous un principe médical un peu discriminatoire, on va se le dire.
dans le pays qui se vante d'être l'anti-discrimination, là. On parle du Canada, un pays supposément politically correct, là, politiquement correct. Mais il n'y a pas juste ça en parallèle. Parce qu'il y a 4500 membres des Forces armées canadiennes qui ne sont pas capables de se trouver un logement. Il y en a 4500 qui sont en attente actuellement, qui attendent pour un logement militaire. Parce qu'il y a une crise de logement au Canada, au Québec, dans toutes les provinces, mais aussi dans le logement locatif militaire. Donc, faut-tu rendre responsable le gouvernement du Canada de la crise du logement quand on sait que c'est lui qui dirige un peu, puis qui administre les forces armées, puis qui le finance, puis qui donne les ressources, puis qu'on sait que même chez les militaires, il y a une crise du logement. Qui manque 4500 logements de fonction militaire qui permettraient à des soldats, à des gens, des forces armées canadiennes qui protègent notre pays, d'exercer leur vocation dans des endroits et des lieux déterminés. Puis quand on sait que nos frontières sont pas super protégées, s'il manque 4500 logements à des fins militaires, là, ça veut dire que ces logements-là pourraient être aux quatre coins du Canada, puis là, il manque ce taux-là, ce niveau-là de logement militaire partout dans l'ensemble du pays. Ça offre-tu une protection au pays, ça, pas au Canada? Si supposément, demain matin, on est envahi dans une pseudo-fiction, ce qui risque très peu d'arriver, mais on ne peut pas exclure le risque zéro dans le contexte mondial actuel dans lequel on vit. Là, attendez, on dit que le ministère de la Défense dispose environ de 12 000 logements à des fins militaires pour héberger les militaires et leurs familles, puis qu'il en manque 4 500, OK? Mais souvenez-vous, on a dit tantôt qu'il manquait combien de militaires au Canada? Il en manque 12 000. Ben, mec, ces militaires-là rentrent en fonction, là. C'est où qu'on va les héberger? Y a-t-il quelqu'un qui a pensé à ça dans le calcul? Non, c'est parce que 12 000 militaires à héberger, c'est quasiment un village, là. Pourtant, quand on va voir sur le site des forces de l'armée canadienne, on voit que la demande est là. Il y a des portes d'ouverture dans tous les domaines là, au sein des forces de l'armée. Je veux dire, ils sont en train de rechercher des psychologues, des sociologues, des médecins, des techniciens, des administrateurs, autant des soldats, des gens de terrain, des gens de l'aviation, des techniciens. Je veux dire, il y a tellement de postes disponibles actuellement au sein des forces armées canadiennes. Puis on a tellement mis l'appât du gain fort en subventionnant même la formation des programmes avec des subventions. Ce qui veut dire que quelqu'un qui voudrait faire médecine pourrait passer par l'armée puis n'avoir jamais besoin de faire l'université, là, puis être payé pour étudier la médecine. Mais pourtant, malgré ça, il y a encore un déficit. Il manque encore 12 000 soldats à la contribution volontaire du Canada. Puis quand on regarde que les installations sont sous-financées, que les installations manquent de place à la base pour héberger les soldats, c'est à se demander pourquoi qu'on parle pas finalement des listes d'attente. Des listes d'attente de soldats qui attendent pour un logement, qui attendent pour entrer en fonction, puis qui attendent devant une bureaucratie qui leur bloque l'accès parce qu'il n'y a pas assez de déploiement. Tu sais, je veux dire, c'est bien beau vouloir engager du monde au sein des forces canadiennes, mais si tu n'as pas les installations nécessaires à m'amener, on peut pas se marcher sur la tête. J'ai l'impression que dans ce dossier-là, le gouvernement du Canada s'est juste dit on a besoin de plus de soldats, peut-être une guerre qui arrive à l'horizon, fait qu'on va engager plus de soldats, mais on pensera pas au fait que nos installations sont peut-être encore insuffisantes parce que, tu sais,
On n'avait jamais envisagé un contexte de guerre, ça allait bien depuis les dernières années. Fait que ça fait pas mal quelques années qu'on définance un peu ça, l'armée, là. On se le cachera pas. On se mentira pas là-dessus. On va se dire la vérité, c'est ça pareil. Ensuite, il y a eu les scandales d'agression sexuelle dans l'armée. Il y a eu des politiques de tyrannie, un climat toxique de dénoncer au sein des institutions de l'armée, un scandale qui a entaché les forces armées pour plusieurs personnes, plusieurs femmes, plusieurs personnes de la communauté homosexuelle LGBTQ, parce qu'il y avait beaucoup d'homosexuels dans l'armée à une certaine époque. Va savoir pourquoi, là, pour vrai. Faut croire qu'à quelque part dans l'armée, il y a des homosexuels qui retrouvaient un certain sentiment d'égalité. Mais depuis quelques années, le climat s'est littéralement envenimé au sein de l'armée canadienne. Faut pas oublier que juste avant qu'on entre un peu en conflit diplomatique avec la Russie par rapport à l'Ukraine, on disait pas tant des belles choses sur les forces armées. Dans les commissions parlementaires, c'était pas très joli ce qu'on disait sur les forces de l'armée. Dans les médias, ce qu'on voyait puis ce qui défilait sur les forces canadiennes de l'armée, c'était pas très glorieux. Je pense que d'un certain côté, les forces armées canadiennes ont entaché beaucoup leur réputation dans cette chose-là. Puis la chose en tant que telle que je parle, c'est le principe d'inclusion sociale. C'est pas compliqué, là. Puis ça, ça joue directement sur les conditions de travail. Les conditions de travail, ça joue directement sur le climat au sein des forces armées. Ça fait que il y a quelque chose qui est désorganisé un peu au sein de l'armée. Vous savez, l'Alliance de la fonction publique du Canada publiait un rapport choc un peu le 11 juillet 2022 sur des conditions. Il dénonçait finalement une crise, un fléau, un système défaillant sur la question du harcèlement sexuel au sein des forces armées canadiennes. Le 1er juin 2022, on disait que le gouvernement doit agir pour éliminer le climat toxique dans l'armée, souligne un rapport accablant. Pour reculer un peu plus loin dans le passé, le 28 avril 2022, un examen de la Défense nationale disait qu'un rapport bientôt paraîtra et devrait traiter de la violence et de la culture de travail toxique au sein des forces armées canadiennes. Pour moi, il est clair là, que la part d'opposition syndicale, des syndicats qui représentent les forces armées canadiennes puis nos soldats, ça plaît pas au gouvernement. Mais l'affaire puis le problème, c'est que c'est pas à lui de décider pareil, de ce côté-là. Là. Il y a littéralement une culture malsaine du travail au sein des forces armées canadiennes, puis c'est largement reconnu et documenté. Non seulement les installations sont désuètes, il manque de soldats, mais il manque de logements pour les héberger avec leurs familles. En plus. Mais là, c'est pas ça le plus inquiétant. Le plus inquiétant, c'est sachant qu'il y a des gros problèmes d'intégration au sein des forces armées canadiennes, qu'il y a des grosses cultures de violence et un principe d'harcèlement, que le climat est toxique et dénoncé largement. Il est clair que d'un côté, la confiance entre les forces armées canadiennes a été un peu brisée et rompue au sein de la population et du public. Le lien de confiance est un peu brisé envers le gouvernement aussi. Puis d'un côté, on fonctionne avec une armée qui fonctionne à taux réduit, en déficit de personnel. Puis le Canada adopte des politiques internationales qui s'assument de plus en plus vis-à-vis le reste du monde. C'est pas quelque chose qui est mal en soi. C'est que dans la vie, quand tu t'assumes, puis t'affiches ta diversité, puis t'affiches ton multiculturalisme, puis ta démocratie aux yeux du monde, dans un monde qui est pas parfaitement démocratisé,
ben il y a des chances que tu t'attires les foudres de d'autres pays. Il y a des chances, malheureusement, que tu vives de l'intolérance aux yeux des autres. Il y a des chances que, malheureusement, le Canada et des Canadiens se fassent attaquer gratuitement. Donc, quand le Canada revendique le droit des femmes dans des pays où il y a des soulèvements populaires contre des régimes autoritaires, c'est bien correct. On est parfaitement avec ça, là. Quand on s'oppose à la guerre en Russie, puis qu'on prend la défense de l'Ukraine, puis qu'on leur donne des armes, puis qu'on dit qu'on est avec eux autres, puis qu'on est pour eux autres, on est parfaitement avec ça aussi, là. Le problème, c'est quand on dit ça partout dans le monde, puis qu'on s'affiche comme ça, haut puis fort, puis qu'on sait que notre armée, là, elle fait pas le poids actuellement. Du moins, il manque une partie des ressources nécessaires pour qu'elle fasse le poids de ce qu'on a convenu, de ce qu'on visualise, parce qu'on n'atteint pas nos objectifs actuellement. Donc, à moins de payer puis de trouver 12 000 soldats demain matin, ou d'engager les États-Unis pour nous protéger, pour leur donner un contrat de protection, ben, il faudrait peut-être faire attention à ce qu'on dit puis pas trop être provocateur. Parce qu'il nous manque quand même encore beaucoup de ressources au sein de notre armée canadienne. C'est pas au point de dire que la défense nationale du Canada est fragilisée. Faut pas exagérer. Mais c'est au point de dire qu'en tout cas, c'est sûr que notre frontière n'est pas renforcée. Et dans le contexte actuel, ben, on devrait peut-être se consacrer un peu plus à la tâche. Le Canada partage quand même le bout du Nord avec la Russie. Faut pas l'oublier, là. Faut quand même pas oublier que tout ce qui nous détache de la Russie par l'autre côté aussi, ben c'est l'Alaska. On est chanceux d'avoir l'Alaska qui appartient aux États-Unis pour nous protéger de la Russie d'un côté. Parce que déjà d'avoir une frontière commune au nord, là, par les océans, c'est pas ce qu'il y a de plus rassurant. Je pense qu'il est temps. Il est temps pour le Canada de protéger davantage son nord, là. Faut protéger le nord du Québec, puis du Canada, puis les territoires du nord. Parce que pour de vrai, on s'entend-tu qu'à l'ouest, on est en sécurité? Les États-Unis, on n'a pas grand-chose à craindre d'eux autres, là, à part le désastre écologique et le grand règne du capitalisme. Ils sont pas si dangereux que ça. Après ça, sur la côte est, ben on a l'Europe. On n'a pas peur d'eux autres. On n'a pas peur de nos voisins norvégiens. On n'a pas peur pantoute des Africains. Les seuls qui nous fait peur, pour vrai, au Canada, là, c'est au nord. C'est la Russie. Donc, c'est quoi qu'attendre au sein de nos forces de l'armée pour avoir une réflexion sur la protection du nord au Canada? On va-tu attendre de se faire envahir par la Russie pour réagir? Moi, pour de vrai, là, si on a pour de vrai 4500 logements à construire, là, dans le futur de nos bases militaires, là, ben, ce que je vous dis, c'est qu'on devrait les construire proches de nos Premières Nations pour les protéger d'une invasion du peuple russe. Je pense qu'on devrait mettre ça proche de nos territoires autochtones pour protéger nos villages, nos villes, nos habitants. Je pense qu'on devrait faire une base au nord du Canada. Je pense qu'on devrait commencer à se déployer de plus en plus dans notre Arctique. Ouais, sur tout le bout des îles de notre pays. De faire des postes de commandement, des bases d'observation des frontières, des postes de radar, tiens. De construire des plus gros navires que les Russes, tiens. Non, mais pour de vrai, ça c'est insultant pour nous autres. On a-tu bâti beaucoup d'argent, nous autres, au Canada, pour avoir un empire naval? C'est quoi qu'on attend pour faire des plus gros bateaux? Nous autres aussi, on a toutes les ressources de ce côté-là pour les impressionner, là. Non, parce que c'est vrai. Le jour où le nord du Canada va être protégé, ben la Russie elle va peut-être un petit peu moins rire de nous autres, là.
parce que là, en ce moment, c'est un peu dur de nous prendre au sérieux. Au Canada, tu sais, on a une super bonne protection aérienne. On a tout misé sur la protection aérienne, c'est parfait. Mais ça prend aussi des protections maritimes, puis des protections sur les terres, même éloignées. Si tu veux avoir l'ensemble du pays sur ta carte, ben faut toujours bien quelque part que tu le protèges comme du monde contre les attaques. Moi, je m'attends à ça de la part du Canada. En tant que Québécois, si je suis au Canada, ben je m'attends à ce qu'ils me protègent. Je m'attends à ce que les forces armées canadiennes protègent l'ensemble du pays, y compris toute province, toute partie du territoire, puis qu'on ait la volonté aussi de protéger l'ensemble du territoire. Parce que pour de vrai, il y a des parties de notre territoire qui sont fragilisées. Pendant que les gens regardent les immigrants qui rentrent au sud des États-Unis puis disent que c'est une menace, ben pour moi, la menace, elle se trouve pas mal plus au nord, au bout de l'Arctique, à la limite de la frontière canadienne et de ce qu'on appellerait la mer russe et le territoire russe.